VDI. Bruxelles-Metula. Il est avec nous depuis Israël, comme tous les vendredis matins, c'est Stéphane Juffa. Stéphane, bonjour. Oui, atterrissage en douceur à Metula ce matin pour Bruxelles-Metula. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. bonjour de Stéphane, Radio notre commandant de bord tout au long de cette matinée. Stéphane, on va passer avec vous plusieurs sujets de l'actualité israélienne, actualité internationale du Moyen-Orient. Et on va peut-être commencer, Stéphane, avec l'information très chaude en Israël. C'est les événements qui se sont produits cette nuit. Fanny Linon nous en a parlé dans ses différents flashs, avec un objet qui a été abattu en provenance de Syrie. Est-ce que, déjà, vous pouvez nous confirmer, est-ce que c'est bien un drone, Stéphane ? Ouais, on peut quasiment en parler ouvertement. C'est un drone, mais alors on ne sait pas exactement quel drone c'est, Jim, parce que en principe, l'armée syrienne n'a pas de drone. Alors, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'ils ne survolaient pas le territoire israélien comme ça a été dit, mais ils s'en approchaient. C'est-à-dire que on sait maintenant qu'ils espionnaient les positions de la rébellion dans la région du centre du plateau du Golan. Et puis, il a probablement un petit peu dévié de sa route, il s'approchait de la frontière. Et comme les dirigeants syriens ont promis des représailles après notre raid de jeudi matin sur l'aéroport international de Damas, eh bien, on prend nos précautions. Et de l'autre côté de la vallée du Jourdain, on a tiré un missile Patriot, c'est un missile américain développé dans les années 90 et puis mis au point par la suite, qui a tout de suite démoli ce drone. Alors le truc un peu plus cocasse, c'est que ça pourrait aussi être un drone russe. Seulement les Russes non plus ne fabriquent pas de drones. Alors ce qui est amusant, j'ai parlé de cocasse, c'est qu'ils les achètent en Israël. Ils nous ont acheté 150 drones. On leur en a déjà abattu un. Ça pourrait très très bien être le deuxième. Donc c'est un très bon business, c'est-à-dire qu'on leur vend des drones, ils nous les ramènent, on les abat et nous rachètent des drones, Jim. Stéphane, je suis obligé de vous reprendre pour essayer de comprendre ces informations que vous nous donnez. Alors, si je résume bien, est-ce que c'est possible que le drone en provenance de Syrie qui a été abattu en Israël ce matin est en fait dirigé par les Russes qui a été acheté aux Israéliens ? C'est très probable. Je dirais qu'il y a 70% à 80% de chances que ce soit la situation parce que vous savez qu'on connaît assez bien l'armée gouvernementale de Bachar al-Assad et je confirme qu'ils n'ont pas de drones. Et même s'ils en avaient, ils sauraient pas les utiliser. Et même s'ils auraient des notions d'utilisation, ce serait certainement pas dans la province du Golan qu'ils les essayeraient. C'est beaucoup trop complexe pour eux. Donc c'est déjà arrivé, Jim. On a déjà abattu un drone qui s'aventurait vers le territoire israélien. C'était un drone russe de fabrication israélienne. Et à mon avis, on est dans le même cas de figure, très probablement. Stéphane, on continue avec l'information en direction de la Syrie. Vous étiez avec nous à l'antenne sur Radio Judaïka hier pour analyser la frappe imputée à Israël près de l'aéroport de Damas. Stéphane, est-ce que vous avez eu des informations supplémentaires depuis hier ? Pas vraiment, on a quelques confirmations. Par exemple, le mode opératoire. On sait que ce sont des chasseurs bombardiers israéliens qui ont survolé le Golan. Donc c'est toujours dans la même région. Tout se passe, le drone aussi, c'était sur le plateau du Golan. L'agitation, c'est sur le plateau du Golan. L'attention sur le plateau du Golan. Les manœuvres sur le plateau du Golan. On parle d'un territoire qui se situe à 20 kilomètres de l'endroit où on produit cette émission. Et donc les avions sont arrivés jusqu'à la frontière, ils l'ont peut-être un petit peu dépassé, ils l'ont peut-être pas atteint, puis ils ont tiré de nos nouveaux modèles de missiles, qui sont des missiles. Alors rien n'a été publié, mais j'imagine qu'ils ont une portée d'environ 250 kilomètres. Ils ont une précision de moins d'1 mètre. C'est absolument phénoménal. Ça veut dire que contrairement aux Américains qui ont dû tirer une soixantaine de missiles de croisière Tomahawk pour détruire en aéroport ou les cibles qui visaient dans l'aéroport, ou contrairement aux Russes qui doivent lancer un tapis de bombes pour toucher leurs objectifs, et c'est la grande différence. Nous avons 5 objectifs très bien définis, très bien délimités, avec plein de systèmes, notamment les satellites, qui nous aident à les repérer. Et puis on tire exactement 5 missiles, et chaque missile va droit à son but.
détruit la cible. Hier, c'était les chargements de 5 avions qu'on avait suivis sur les radars depuis la MENA, qui provenaient d'Iran et qui sont posés en Syrie, qu'on débarquait du matériel sophistiqué, c'est-à-dire du matériel qui met Israël en danger, qui rompt l'équilibre existant entre nous et le Hezbollah libanais. C'était urgent pour Israël d'intercepter, de détruire ce matériel avant qu'il ne prenne la route et qu'il ne s'éparpille justement sur les routes en direction du Liban. Ça serait devenu très compliqué. Donc on a mis le paquet et on a complètement détruit cette cargaison d'armes sophistiquées. Et d'après les ressources qu'on a, et ça c'est une exclusivité Metula parce que les autres ne le disent pas ou qu'à moitié, il y aurait eu à peu près une trentaine de morts, dont des hauts responsables du Hezbollah. C'est le Hezbollah qui gère ce hub. Le hub, c'est l'emplacement sur l'aéroport international de Damas qui est consacré au déchargement d'armes en direction du Hezbollah. Donc c'est géré par le Hezbollah. Ça contient des hangars d'avions. Ça contient des endroits pour déposer la marchandise, et ça contient même une petite zone industrielle pour conditionner ces armes avant de les envoyer, pour les charger également, pour les envoyer au Liban. Donc plusieurs morts du Hezbollah qui opérait cette plateforme, et également des morts parmi les gardiens de la révolution, donc des soldats iraniens. On parle aussi d'avions détruits, mais ça, pour nous, ce sont des rumeurs, ce n'est pas de l'information. Les Syriens ont promis de riposter. Pour le moment, on ne voit rien. L'estimation à Metula, c'est que s'ils ripostent, c'est pas en incident de frontière, en incident limité, qu'ils ont aucun intérêt à une confrontation globale avec Israël, simplement parce qu'ils font pas le poids, et que la dernière chose qui les intéresse, c'est de forcer Israël à s'immiscer, en fait, dans la guerre civile syrienne, ce qui pourrait absolument faire basculer l'équilibre dans cette guerre-ci entre la rébellion et le gouvernement de Bachar al-Assad. Et au niveau stratégique, ce serait une erreur monumentale. Donc peut-être une tentative de riposte symbolique, mais pas au-delà de ça. Et la promesse de nous noyer sous les Scots, sous les missiles, ici à Metula, nous n'y croyons pas du tout, Jim. Stéphane, vous nous parliez il y a un court instant d'incidents à la frontière entre Israël et la Syrie. Je voudrais vous parler un instant de celle entre Israël et le Liban, avec une information: un terroriste infiltré du Liban qui a été arrêté à une gare autobus de Kiryat Shmona. Stéphane, comment est-ce possible? D'où un terroriste infiltré du Hezbollah a réussi à pénétrer sur le territoire israélien? Ouais, c'est pas très compliqué parce que maintenant, pendant notre émission, pendant que je vous parle et que je m'adresse aux auditeurs, eh bien, je vois absolument les villages libanais, notamment la ville de Kfar Kilé de 20 000 habitants, qui est à 380 mètres des studios de la MENA. Donc il y a des grillages, il y a des tunnels qui sont creusés maintenant, mais il y a des tunnels qui datent de la guerre d'indépendance. On est tombé sur un de ces tunnels il y a 6 mois par hasard, il était ouvert. C'est pas très compliqué de passer, c'est compliqué de passer discrètement. Et puis on a probablement vu l'ouverture dans la palissade, dans le grillage. Et ce personnage a fait 10 kilomètres, on est à 11 kilomètres exactement de Kiryat Shmona. Il s'est rendu à la gare des autobus. Je pense qu'il se comportait. On n'a aucune information. Il y a vraiment une censure militaire en brouillard total parce que justement l'enquête est en cours. Ce qu'on sait, c'est que un personnage, un individu, probablement venant du Liban, probablement terroriste, je ne sais pas si on a trouvé des armes ou non sur lui, était à la gare centrale des autobus de Kiryat Shmona. Depuis là-bas, toutes les demi-heures, vous avez un autobus qui part pour Tel Aviv et Jérusalem, donc il pouvait aller partout dans le pays. C'est pas très compliqué. Nous aussi, on peut aller de l'autre côté si on prend certains risques ou de gros risques. La frontière est longue et elle n'est pas gardée à chaque mètre. Elle est observée, elle est contrôlée, mais elle n'est pas gardée à chaque mètre. C'est pas possible d'empêcher de manière hermétique ce genre d'infiltration. Bien entendu, chaque fois, on améliore le système, on améliore la manière de contrôler la frontière, mais pour le moment, on constate
que très probablement un individu venu du Liban, possiblement avec des intentions hostiles, a réussi à se mêler à la foule de la gare routière de Kiryat Shmona. Stéphane, on va tout de même vous demander de rester prudent, de ne pas prendre trop de risques du côté de la frontière libanaise. Nos éditeurs aiment vous écouter. On a besoin de vous aussi depuis Bruxelles jusque Metula. Stéphane, il y a un autre sujet qui va nous tenir en haleine au courant du mois de mai. Le président américain Donald Trump va passer par Bruxelles pour le sommet de l'OTAN et il sera soit ensuite, soit avant en Israël. Alors Stéphane, côté israélien, on commence à s'activer pour l'arrivée du président américain, pour des questions de protocole, des questions sécuritaires aussi. Mais Stéphane, sur le plan diplomatique, qu'est-ce qu'on prépare en Israël pour l'arrivée du président américain ? Justement, pas grand-chose. On pensait qu'on aurait quelqu'un d'assez meuble à Washington, à la Maison-Blanche. Si vous vous rappelez, dans nos émissions, on a toujours dit qu'il fallait se méfier de cette idée. Il fallait pas imaginer que un personnage de la trempe et avec le caractère de Donald Trump serait quelqu'un de manipulable par le gouvernement israélien. Ça a l'air de se confirmer parce que avant cette visite, alors à cette visite, il faut quand même répondre à votre question, il n'y a pas d'initiative côté israélien. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas d'initiative politique internationale côté israélien et on s'en plaint tout le temps. On pense que c'est le devoir pour un gouvernement d'imaginer un programme sur 5 et 10 ans et de le mettre en chantier. Ça n'existe pas. On a uniquement un travail de retardement. On réagit en contre-attaque, on réagit de manière à freiner les initiatives des autres. Ici à Metula, on pense que c'est une erreur absolue de ne pas promouvoir ses propres idées et ses propres projets. Ce qui est important, c'est qu'avant, Jim, Mahmoud Abbas se rendra à Washington et que Mahmoud Abbas ne cesse de parler d'opportunités historiques de faire la paix. On dirait qu'il est devenu un fan de Donald Trump. Autant il mettait tout le monde en garde contre une élection possible du milliardaire américain, autant maintenant il ne fait que l'éloge de Donald Trump. Et c'est très intéressant parce que Donald Trump a engagé ce dialogue. Il y a beaucoup d'échanges entre des représentants de l'autorité palestinienne et de l'administration américaine, mais Trump exige de la cohérence, il exige également l'abandon absolu du terrorisme. Et cela implique un écart le plus important peut-être qui a jamais existé avec le Hamas, entre l'autorité palestinienne du Fatah de Abbas et le Hamas de Gaza. Parce que la question que les envoyés de Donald Trump ont posée à Mahmoud Abbas, c'est Monsieur Abbas, vous représentez qui? Vous voulez qu'on discute de paix? Et moi, je suis bien disposé à faire avancer les choses. Mais on discute de paix en Cisjordanie et de guerre à Gaza, ça ne tient pas debout. Montrez que vous êtes un leader, un homme politique, et reprenez la main sur Gaza. Et on voit ici que Mahmoud Abbas a écouté ce message. D'abord, il a totalement abandonné son langage à moitié pro troisième intifada, le fait de lancer des enfants dans ces initiatives de poignarder des citoyens israéliens ou de leur tirer dessus, c'est fini, ce langage est terminé. Et puis il s'en prend, Jim. Oui, Stéphane. Oui, il s'en prend, je disais, aux fonctionnaires de Gaza, donc aux fonctionnaires du Hamas, 50 000 à peu près, et il leur a baissé les salaires, il leur a baissé les traitements dernièrement. Il a cessé à base de payer pour le pétrole utilisé à Gaza pour fabriquer de l'électricité. Ça fait que les Gazaouis n'ont plus que 4 heures d'électricité par jour. Il a posé une exigence selon laquelle c'est les gens de l'autorité palestinienne qui doivent se trouver aux frontières de Gaza avec l'Égypte et Israël. Il exige également que les miliciens du Hamas soient intégrés à la police de l'autorité palestinienne, qu'il y ait des élections à Gaza. Et toutes ces choses amènent
le Hamas à reconstituer sa charte fondamentale. Ça va être fait au début du mois prochain. C'est aidé, cette transformation, elle est même régionale. Elle est aidée par le Qatar qui cesse de payer des sommes énormes au Hamas, qui n'entretient plus que 2 projets à long terme dans la bande de Gaza. La Turquie, on voit très bien que Gaza a fini d'amuser Erdogan et il n'y a plus que quelques jouets qui sont envoyés par Ankara à Gaza. Et puis l'Égypte, qui est le plus extrême, le plus solide et sérieux des partenaires de cette pression, qui a fermé depuis 1 mois et demi la frontière entre l'Égypte et Gaza. Alors, côté américain, donc c'est du donnant-donnant entre Abbas et Trump, c'est inquiétant. Il n'est plus question pour le moment de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Il y a une pression également pour une attitude cohérente de la part de Binyamin Netanyahou, de la part de Trump. Trump qui n'hésite pas à discuter avec des organisations de l'opposition israélienne, même de l'opposition de gauche, ce qui irrite beaucoup le gouvernement israélien. Donc, pour résumer, il y a un deal en gestation dans la tête de Donald Trump et de son équipe, une équipe qui est de haut vol, de haute qualité, qui connaît parfaitement le dossier israélo-palestinien. On pensait que ce serait des amateurs éclairés, des happy campers, des joyeux campeurs. C'est pas du tout le cas. Ce sont des gens qui maîtrisent absolument les tenants et les aboutissants du conflit. Pression et exigence des 2 côtés, et ce qu'on imagine, on est même quasiment sûr, c'est qu'après ces rencontres avec Abbas et ces rencontres avec Netanyahou, parce qu'il va effectivement venir ici, le président américain, il y aura une très grande initiative de la part de Washington qui voudra, dans le cadre de laquelle Donald Trump voudra être le président qui aura solutionné le différend israélo-palestinien. Oui, et Donald Trump, qui avait également fait sa fameuse promesse de campagne de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Il y a des journalistes qui lui ont demandé, et il vient de répondre, posez-moi la question, dans 1 mois. Donc Stéphane, on aura peut-être la réponse dans 1 mois. Stéphane, 8h passées de 21 minutes. Merci d'avoir été avec nous pour ce Bruxelles-Metula. On vous retrouvera en forme la semaine prochaine, Stéphane. Oui, à moins qu'il se passe des choses avant cela, la tension est quand même assez vive. Et à mon avis, on se parlera avant cela. Je vous souhaite à tous en Belgique, à Bruxelles, et pour tous ceux qui écoutent pour tous ceux qui écoutent Bruxelles Metula et Radio Judaïka partout dans le monde, une excellente fin de semaine, pacifique et ensoleillée. Le vendredi de l'info, Jim Mosco.